Spin Machine. Yeah. Oh, voilà, c'est pour ça qu'il faut jamais dire de bêtises avant. Si on sait jamais, il peut en découler. Voilà, c'est ce genre de situation. Bon, bienvenue à tous. On est de retour pour cette table ronde, cette énième table ronde ici en direct de la Game in Rouen. J'allais dire la Game in Reims, mais rien à voir, les gars. C'est Je pas vous la dis, bonne la ville. Game in Rouen, ce n'est pas du tout le même salon. Avec moi, Arthur, puisque Arthur, tu étais avec nous tout à l'heure. Arthur, oui, il était là tout à l'heure. Ouais. Arthur, mais non, Eh oui. Johan. C'est comme tout à l'heure avec Harmonie et Alice. Hein, Alice, Jean-Pierre. Pardon, je voulais dire Jean-Pierre. Non, avec nous, Johan. Donc, Johan, toi, tu es coach mental. Exactement. Oh là 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 là. Mais tu sais que j'ai un peu peur de cette interview. Hein. T'es mentaliste aussi ou pas? Alors, pas du tout. Ah, bon, ça va alors. Ça va aller. Alors, moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que je pense qu'il y a comment dirais-je, des fausses rumeurs sur les coachs mentaux, des fausses choses qui se disent en fait. Et je pense surtout que c'est un métier qu'on ne connaît pas. Et moi, je voudrais en savoir un peu plus justement. Et c'est ce qui va se passer au cours de limite, c'est même pas. En fait, ça va même pas être une conférence. Je pense que ça va être comme une petite interview, un petit moment tous les deux. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ce métier de coach mental, toi. Ouais. Déjà, ça fait combien de temps que tu en fais? Ça fait 7 ans. 7 ans. Oui. Alors, moi, les coachs. Je te propose que ça soit même comme un petit café, tu sais, comme Ouais, si on mais était ça, là, un d'ailleurs, café, est-ce on qu'on peut nous discute. apporter un petit café, d'ailleurs, s'il vous Ça plaît. serait Ça pourrait être super cool. Merci à tous. C'est Johan, 7 ans que tu fais le coach mental. Ouais. Là, maintenant, tu es dans le milieu e-sportif, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers le coach? Alors, la vraie histoire ou Non, je l'histoire préférais la fausse, tu sais, celle qu'on ne lit que dans les romans, en fait, finalement. La vraie histoire, c'est que j'ai été papa très jeune. Ouais. Et étant papa jeune et découvrant en rentrant en STAPS des matières comme la psychologie, la préparation mentale, le développement personnel, ça m'a aidé moi-même à grandir dans ma vie personnelle et ça m'a aidé à retransmettre quelque chose à ma fille, avec qui j'ai une relation magnifique, qui est incroyable, elle est belle. Elle a 12 ans, elle est en 5e. Et non, pour être plus sérieux, à ce moment-là, c'était vraiment une nécessité pour moi de grandir et l'impact que ça a eu dans ma vie a fait que je me suis passionné pour le sujet. Et en STAPS, j'ai étudié ça pendant 3 ans, puis après jusqu'en master pendant 5 ans. Ah oui, tu as fait 5 ans d'études quand même là-dessus, ouais. Parce que là encore une fois, on va en venir tout à l'heure, mais il y a peut-être des gens qui se disent coach mental, ouais, c'est une formation de 3 mois, c'est bon, tu fais 3 mois et c'est let's parti. go, tu peux faire le coach mental partout. Là, 5 ans en STAPS pour finalement devenir coach mental. Mais tu étais sportif à la base? Oui, j'étais sportif, mais 5 ans, c'est la formation initiale. En réalité, moi, ce qui me passionne avec ce genre de métier, parce qu'à un moment donné dans ma vie, je voulais être kiné, c'est que c'est le genre de métier où on peut toujours apprendre, et on peut toujours engranger des connaissances. Tu veux dire que les méthodes évoluent, c'est ça? Exactement. Mais oui, c'est des sciences jeunes, mais les neurosciences, la capacité qu'on a à comprendre comment fonctionne notre esprit, comment fonctionnent nos émotions et la théorisation de toutes ces choses-là, c'est nouveau. Mais en fait, tu es un petit peu le psychologue du sport, alors finalement. Il y a un petit peu de psychologie quand même, enfin un petit peu beaucoup même, j'ai l'impression. Alors, on utilise les mêmes mécanismes que les psychologues dans le sens où on s'intéresse tous les deux à comprendre la personne et que ça passe par une relation. Ouais. La différence avec un psychologue, c'est qu'un psychologue va être orienté dans le passé, il va chercher à comprendre pourquoi tu penses comme ça, il va aller chercher loin dans ta jeunesse, alors qu'un coach mental va plutôt être orienté vers le futur. Ouais. Ok, toi, tu es une personne A, tu dois t'adapter à un environnement B. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter à cet environnement? Qu'est-ce qui pose problème? Et on va travailler là-dessus. On va venir dans les détails parce que ça peut paraître flou comme ça, mais en réalité, on s'intéresse. L'idée, c'est le psychologue s'intéresse plutôt au passé, un coach mental s'intéresse à comment on s'adapte à l'environnement, au présent, au futur. Du coup. Alors, on va continuer un petit peu sur ton parcours. Toi, formation STAPS, coach mental. Tu débutes comment? Tu débutes dans un sport directement? Ouais, alors tout à l'heure on parlait du réseau dans la précédente conférence. J'ai pas réagi à ce sujet-là, mais en réalité je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre jeune en fait, que tout marche avec le relationnel. Bien sûr. Et que ça crée des tas d'opportunités dans la vie. Et moi c'est ce qui m'a permis de juste en toquant à des portes en fait. J'ai toqué à des portes et j'ai eu la chance qu'une porte s'ouvre et c'était Julien Perrier. Je lui rends hommage du coup en citant son nom là parce qu'il m'a permis en sortant de STAPS de coacher 2 champions qui étaient champions du monde de BMX, dont un quand on a travaillé avec eux, et 18 athlètes internationaux, ce qui était ma première expérience pro. Du coup, c'était extrêmement formateur que d'arriver et de se dire, OK, je sors, j'ai un bagage théorique,
de 5 ans, mais en termes de pratique, j'ai aucune expérience. Et du coup, ça m'a permis de faire mes premières armes, on va dire, dans le sport. Pour nous, ça paraît nouveau, coach mental. C'est un métier qui existe depuis combien d'années? Pour te donner une image, en STAPS, donc il y avait la possibilité de faire préparateur physique ou préparateur mental. Sur une promo de 100 personnes, il y avait 2 personnes qui étaient intéressées par le coaching mental. Aujourd'hui, c'est un peu plus mainstream et ça se développe. Ouais. Mais du coup, à ma génération, je faisais partie des ovnis, des gens qui s'intéressaient à ces sujets. Ouais. Donc, Mais tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que grâce à ça, tu es avec nous aujourd'hui sur cette scène. Alors, tu commences avec du BMX. Tu m'as parlé de poker aussi. Ouais, j'ai travaillé avec des entrepreneurs parce que ça m'intéressait de comprendre les dynamiques de comment est-ce qu'on s'adapte à un environnement où on doit développer une boîte. Et du coup, il y a vachement cette idée que, en fait, ce qui fait le succès d'une boîte, au-delà de l'idée, c'est la personne qui travaille sur le projet, ses compétences relationnelles, Ouais. son attitude, ces choses-là. Et du coup, à la suite de ça, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler dans le poker. Et c'est là où j'ai découvert les environnements de passion dans lesquels je m'épanouis aujourd'hui, à savoir poker, e-sport, le jeu. Alors c'est marrant parce que quand on parle de poker, on s'imagine que les joueurs sont eux-mêmes des coachs mentaux, tu vois, qui sont eux-mêmes des gens capables de brain leur adversaire et autres. Non, il y a vraiment, dans le milieu professionnel, ils s'entourent vraiment de coachs mentaux comme ça? Ouais, alors faut comprendre que le poker, c'est un jeu de prise de décision et que la décision te fait perdre ou gagner de l'argent. Donc, quelque part, si ta capacité à prendre des décisions et avoir du contrôle sur toi-même représente de l'argent. Donc, c'est même les gens qui font le plus le lien et qui ont le plus de facilité à travailler avec un coach mental parce qu'en fait, ils voient l'impact de leur processus de pensée, de leur processus émotionnel sur des fois, je me sens bien au table et je prends les bonnes décisions et des fois, il n'y a rien qui va, j'ai pas de chance en plus, les cartes, elles sont contre moi, du coup, ça m'énerve et du coup, je prends n'importe quelle décision. Et c'est ce genre de choses qui fait que tout de suite, ils font le lien que ah ouais, mais en fait, si j'étais capable de contrôler ça, certainement que mes résultats, je gagnerais plus d'argent. Donc comme le résultat se mesure financièrement, c'est les gens qui ont même le plus de facilité à faire ça. C'est totalement de la psychologie, en fait, finalement. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... on rentre, oui, alors pas de la psychanalyse, mais on rentre dans la psychologie. Toi, Johan, là, je ne veux pas venir à ton actualité maintenant, parce que je voudrais un petit peu attendre. Je voudrais surtout que l'on parle du process un petit peu. Parce que tout à l'heure, on en rigolait. Moi, quand j'entends parler d'un coach mental, si je ne connais pas le taf, pour moi, c'est un mec qui est derrière. Il est comme ça, tu sais, mais genre, vas-y, tu peux le faire. T'es le roi du monde, mec. Let's go. Comment? Alors, c'est certainement une image faussée du travail de coach mental. Toi, quelles sont tes mécaniques? Quels sont tes process? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quelle est la durée d'un coach mental dans une équipe ou autre? Tu peux rester ad vitam aeternam? Ils ont toujours besoin? Ou à partir du moment où tu es... Tu es une mitraillette à question. De quoi? Tu es une mitraillette à question. Je suis désolé. Vas-y, commençons par le commencement. Ta première question, c'était fallait suivre. Non, quel est ton process? Quelle est la mécanique en fait que tu utilises? Tu avais commencé par est-ce que tu es derrière et tu leur dis tu cherches à les motiver. C'est vrai que on peut répondre par une question. Est-ce que les personnes qui sont là derrière nous, est-ce qu'il suffit d'être motivé pour faire en sorte qu'ils gagnent? Je suis pas sûr. Certainement que ça participe à mettre dans des bonnes conditions d'être motivé, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions dont on n'a pas idée? Et donc pour en revenir au process, en fait quasiment ça me donne envie de parler de qu'est-ce qui fait que toi, moi, nous là, on fait l'expérience de la vie. Ça peut paraître philosophique dit comme ça, mais vous allez voir, suivez-moi, ça n'est pas tant que ça. On a 3 choses en fait qui nous permettent de nous expérimenter là ensemble ici. C'est on pense tous. Enfin, oui, on va dire ça. Je suis en train de penser actuellement à ce que je vais dire après. Donc, très bien. Oui, effectivement. Tu es en train de penser. Tu as un processus émotionnel, donc tu te sens d'une certaine façon, et tu as un corps. On peut se toucher. Et du coup, c'est quasiment les 3 dimensions qu'on prend en considération quand tu es dans le coaching mental. C'est-à-dire qu'un individu, dans ces 3 dimensions qu'on vient de citer là, doit s'adapter à un environnement. OK. Seulement, la façon dont tu fonctionnes, et toi, tu es bien placé pour le savoir, par exemple, prise de parole en public. La façon dont je pense, dont je me vois moi-même, la façon dont je me sens, va avoir un impact sur ce que je suis capable de délivrer en parlant là maintenant. Si jamais on faisait, on va pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir interagir avec nous,
ceux qui vous viriez certainement intérieurement le côté de ah peut-être que j'ai une question, mais est-ce que je vais faire le pas de la poser? Et souvent, on a tendance à penser que ces automatismes-là, c'est nous, on s'y identifie et on n'a pas le choix. Sauf qu'un performeur, il a l'habitude de s'adapter à l'environnement. En fait, il comprend que tout ça, ça s'entraîne. De la même façon que le corps, et qu'on peut muscler son biceps, on peut muscler son esprit pour adopter une croyance. D'une certaine façon, avoir du contrôle sur ses émotions pour les embrasser, comme on discutait la dernière fois du coup par rapport au fait de stresser, par exemple, on peut embrasser le stress pour justement l'accepter, il est là, il est avec nous. C'est vrai qu'il y a du bon stress, il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Moi je le dis, à chaque fois que je monte sur scène, je suis toujours stressé, mais c'est un stress qui m'oblige à me surpasser, c'est quelque chose qui m'oblige à me dire, Fred, là, tu es dans une position inconfortable, tu n'as pas de choix. C'est où ça fonctionne, ou tu rentres chez toi. Donc ça ne peut que fonctionner. Donc finalement, moi-même, je me coach mentalement, tu vois. Je suis comme ça, je me dis, c'est pas possible, tu vois. S'il n'y a pas de retour en arrière. Donc tu adoptes la stratégie de je suis dos au mur, du coup ça m'oblige à avancer, c'est ça? C'est bien cela. Moi toujours, hein, c'est ce qui m'oblige. Moi, c'est ce qui me fait avancer. Je pense que si j'ai tendance à dire, et c'est vrai, moi, dans mon métier ou autre, moi je dis toujours, quand on me demande ah ouais, moi je vais sur scène, j'ai peur de rien, donnez-moi un micro. Je fais mais mec, c'est le suicide ça. C'est le suicide parce que le gars qui arrive sur une scène et qui mentalement se dit je suis le roi du monde, je peux faire ce que je veux, ça c'est la porte ouverte à toutes les pires décisions au monde, les sales blagues, les trucs qui vont faire un fiasco sur la scène. Je vous le dis. Quand je monte sur scène, tout est calculé, tout est préparé mentalement. Il y a de l'improvisation, mais je sais ce que je vais dire un petit peu. Je sais comment je vais me focus. Je sais comment je vais parler au public. Et c'est très important. C'est très important. Quand je dis que le stress est un parachute, c'est vrai. Ça aide. Ça aide justement à se dire, voilà, ça va, je sais ce que je dois faire et je ne vais pas me lancer comme un mec qui serait sûr de lui, parce qu'être trop sûr de soi, ça peut parfois être compliqué. Ouais. C'est un vrai sujet, c'est la courbe du stress. Et du coup, toi, tu le vis dans le sens où ça t'aide à te donner. Maintenant, dans mes relations de coaching, ça va jusqu'à un certain seuil. Quand tu dépasses un seuil, le stress, justement, va te faire perdre tes moyens. Donc, il y a un seuil à pas dépasser, on pourrait dire. Mais ouais, carrément, ça galvanise, ça t'aide à délivrer plus, certainement. On sait que tu as fait donc, du sport, tu t'es lancé dans le poker, ça fait 7 ans que tu es toi dans le coach mental, et là on te retrouve maintenant dans un milieu comme l'e-sport. Qu'est-ce qui t'a amené à l'e-sport? C'est simplement la passion. La passion de... C'est la passion... Qu'est-ce que... Je vais rien dire. Tu me juges là, comme si j'allais faire une petite blague, genre sur l'argent, tout ça. Mais pas du tout. Johan, pas du tout. Non, en réalité, si je réponds plus profondément, je pense que c'est la jeunesse. Tu vois. Je me dis, il y a des choses que j'aurais à m'apprendre plus jeune. Et travailler avec des jeunes, je trouve ça fascinant parce qu'ils ont encore le cerveau malléable, ils s'adaptent vite. Et du coup, je suis assez fasciné par... en fait, je me dis que ce que j'ai contribué à faire avec des jeunes joueurs, ça va avoir de l'impact sur toute leur vie, quoi. Et du coup, c'est excitant de faire ça, en fait. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu es coach mental pour des adultes, donc des sportifs de haut niveau, est-ce qu'il y a une différence quand on est adulte que quand on est un adolescent? Est-ce que le process est le même ou est-ce que tu as plus de facilité? Comment ça se passe justement? Ouais, pour parler concrètement du coup de qu'est-ce que je fais quand je fais du coaching mental, parce que on pourrait dire que le niveau 0 du coaching mental, c'est ok, j'ai découvert des outils sur Internet, quand on visualise, ça a un effet, quand on respire, ça a un effet sur la performance. Mais du coup, quelque part, le processus de coaching, la façon dont on le réalise là, l'étape numéro 1, en réalité, c'est avoir conscience de ce qu'on vit. C'est-à-dire que pour travailler, si tu veux réparer une voiture, on va prendre une métaphore, si tu veux réparer une voiture, il faut savoir comment le moteur fonctionne. Donc, si tu veux mieux t'adapter à un environnement de pression, comme on parle de toi, il faut que tu saches comment tu fonctionnes, quoi. Et du coup, la grosse différence, elle se situe là. Parce que un adulte, il a généralement plus d'expérience de vie et donc une meilleure conscience de lui-même, alors qu'un jeune, du coup, va avoir moins de conscience. Donc, il y a un travail pédagogique à faire pour
ne serait-ce que, et je le vis quasiment à chaque fois que je travaille avec de nouveaux joueurs, comme c'est un métier qui n'est pas très connu, c'est d'éduquer à, en fait, qu'est-ce que c'est que le coaching mental, qu'est-ce que ça va m'apporter. Et à partir de là, du coup, une fois qu'il a compris ça, il a suffisamment généralement de motivation pour se dire, ok, en fait, la première étape, c'est de me connaître et de me comprendre moi. Du coup, je vais le faire. T'es un gamer toi aussi, Johan, ou pas? Oui. Alors, tu viens du milieu du sport et Oui. là, tu arrives dans un milieu du jeu vidéo. Oui. T'as une préférence ou pas? Ça te plaît le milieu de l'e-sport? Oui, plus. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est-à-dire que dans le sport, j'ai jamais tellement suivi les compétitions. Par Mhm. contre, n'importe quel niveau des joueurs que je coach, je suis les compétitions parce que j'aime beaucoup ça. Ouais. Comment tu disais que le métier de coach mental est en perpétuelle évolution. Les méthodes évoluent réellement dans le coaching comme ça? Clairement, oui. Clairement. Ben, si je fais le lien entre la capacité que j'ai à créer du changement, à aider une personne à s'adapter à son environnement aujourd'hui et de moi il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Parce que c'est un métier auquel tu te formes perpétuellement. Et du coup, oui, c'est des métiers jeunes, c'est des sciences nouvelles. Et du coup, oui, ça évolue. Alors, est-ce que cette question va paraître bête, mais Il n'y a pas de question bête. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a 100% de réussite? Ou est-ce qu'il y a des personnes sur qui il est difficile de travailler? Ça t'est déjà arrivé? Avec qui c'est plus difficile de travailler? Oui. 100% de réussite? Ouais, hein, je dirais oui, clairement. Puisque tout dépend ce que tu mets dans la catégorie réussite. Puisque du coup, si tu parles de résultats, Résultat, oui. en termes de résultats de performance, il y a tellement de cas de figure que c'est possible que sur le court terme, par exemple, tu n'aies pas de résultats sur la performance. Par contre, des résultats sur la personne, ce qu'elle devient, Ouais. comment elle se connaît, comment elle arrive à gérer ses pensées, ses émotions, il y a toujours du résultat. C'est-à-dire que la personne, en termes d'épanouissement, en termes de confiance en elle, en termes de... Enfin, toutes ces variables-là, en termes de qui elle est, en fait. Je te garantis du résultat à 100% avec n'importe quelle personne au bout de 3 heures passées avec, sincèrement. Sur la performance, en termes de résultats sur, par exemple, le poker, comme il y a de la variance, comme ça peut prendre plus longtemps pour avoir des résultats en termes financiers. Maintenant, ça arrive aussi. On connaît les résultats justement des coachs mentaux dans le sport. On sait que ça existe depuis des années, ça, il n'y a pas de problème. C'est assez nouveau maintenant dans l'e-sport. On a réellement besoin, à l'heure actuelle, avec l'e-sport qui a explosé, qui se professionnalise et autres, avec des grosses structures françaises, internationales, on a réellement besoin de coachs mentaux. Ils apportent un plus vraiment dans ces structures. Je ne crois pas qu'on en ait besoin, puisque, enfin, je veux dire, a priori, on a besoin de nous-mêmes avant tout, quoi. Donc, c'est simplement un plus, c'est un atout qui a un impact sur la performance. Donc, besoin, j'aime pas trop ce mot-là. J'ai pas besoin d'un coach. Moi-même, je me fais coacher parce que j'aime apprendre, parce que j'aime découvrir. J'ai pas besoin de lui, mais j'ai volonté à avoir recours à lui parce que je vois l'avantage que ça représente pour moi et ça m'aide. Donc, est-ce que les gens ont besoin? J'ai pas envie de dire que oui, ils ont besoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on travaille ensemble, ils vont avoir des résultats sur et la personne qu'ils sont et leur performance. Donc, de ce point de vue-là, si ça les intéresse, ben, let's go. Tu disais que tu as fait STAPS. Oui. Ce qui t'a permis de faire pendant ces 5 ans donc cette formation de coach mental. Est-ce que toi, imaginons une personne vient à toi et me dit « Moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien me lancer. Est-ce qu'on a besoin de faire STAPS? Est-ce qu'il existe des écoles, des formations? Elles ont un coût. Comment ça se passe quand on décide de se lancer dans le coach mental ?» La formation que j'ai faite, c'est quasiment la plus longue que tu trouves. Maintenant, il y a plein de formations rapides et même dans l'e-sport, c'est tout l'avantage et l'inconvénient, on en parlait, c'est que tout le monde peut se dire coach mental et travailler. Oui, parce que ça allait être mon autre question, c'est un petit peu se dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu des imposteurs là qui émergent avec justement ces nouveaux métiers? Ça veut dire que toi, tu viens à la base quand même du métier du sport avec une formation, oui. Mais tu as l'impression qu'il y a énormément de personnes qui, avec l'avènement de l'e-sport, s'autoproclament coach mental ou autre. Bah, si je te réponds avec mon ego, je te dis oui, tu vois, genre, ce sont des imposteurs, mais en même temps, c'est l'expérience qui crée la compétence. Donc, ils ont raison, en fait, il faut avoir un peu d'audace dans la vie. Ouais, lance-toi, tu vois, genre, fais des expériences. Bon,
tu casses un peu des œufs certainement au début, mais en même temps, l'e-sport, c'est associatif. Tout le monde est là pour apprendre, découvrir. Pour moi, ça fait du sens, tu vois, genre d'avoir des gens qui peuvent émerger à partir de ça, quoi. Et pour revenir à la formation, alors justement. Et la formation, ouais, il y a du coup les formations STAPS, mais il y a des formations coaching mental qui sont validées par l'État. Et après, il y a toutes les formations qui ne sont pas reconnues par l'État, mais qui permettent quand même d'exercer ce genre de métier, qui sont les formations en PNL, programmation neurolinguistique, qui est l'art d'utiliser les mots pour rendre plus facile la vie des gens, on pourrait dire, comme l'hypnose par exemple aussi. Ouais. Et donc tout ça, tu retrouves des coachs mentaux, et je connais des coachs mentaux qui ont plutôt ce type de formation-là et qui sont sur le marché du coaching, on pourrait dire. Très bien, très bien. Donc, c'est assez intéressant quand même pour tout le monde parce que moi, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Ah ouais ? Oui, réellement, hein. Vraiment. C'est quelque chose qui m'intéresse même encore. Donc, je pense que je vais me renseigner un petit peu sur la chose. Et voilà, parce que j'aime bien mon travail. Mais je pense que c'est quelque chose. Alors, je ne vais pas dire que je performerai là-dedans, mais je pense que ça pourrait m'intéresser réellement. J'aimerais. C'est quoi qui t'intéresse là-dedans ? C'est m'occuper des gens, en fait. C'est les pousser c'est l'esprit shonen, tu vois. C'est les pousser à aller à faire mieux, à ressortir tout ce qu'il y a de mieux en eux, tu sais, et surtout, c'est de voir qu'il y a des résultats. C'est-à-dire, tu sais, être avec ses joueurs ou autres sportifs et de voir qu'il y a une progression. Et ça, je pense que c'est ultra valorisant. Ultra valorisant, c'est-à-dire que c'est même pas pour toi, c'est de voir que ce que tu fais, ça sert et que ça fonctionne. Carrément, c'est très valorisant. Et je pense pour rendre ça plus concret, ça peut être intéressant qu'on prenne des exemples. Peut-être, toi Ouais. d'ailleurs, tu m'as parlé que tu formais aussi, ou tu aidais à la prise de parole en public pour certaines personnes. Du coup, peut-être quelque part, déjà, tu joues sur ces aspects psychologiques, mentaux, etc. pour aider les gens à savoir s'exprimer en public. Oui, moi c'est plutôt des ateliers, c'est plutôt, tu vois, des comment dirais-je, comme des exercices de lecture, des exercices de prise de parole devant un public, devant un panel de personnes. Tu sais, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait des gros problèmes de lecture en France. C'est-à-dire que des étudiants qui arrivent, qui ont plus de 20 ans, 21 ans, eh bien, lisent très mal. C'est-à-dire sur 100 étudiants, je peux dire qu'il y en a au moins 60, 70 qui lisent vraiment très très mal. Et déjà, pour moi, je trouve, parce que prise de parole au public, c'est aussi peut-être un jour, eh bien, devant un panel d'invités ou d'autres personnes, eh bien, lire des discours. Et croyez-moi, la langue française est très bien faite. Si nous avons tout ce qui est ponctuation, c'est bien pour quelque chose. C'est pour faire vivre un texte. Et eh bien, on l'oublie beaucoup. Okay. Et on l'oublie beaucoup. Et c'est dommage. C'est dommage. Et c'est vrai que j'aime bien mettre l'accent un peu sur ce style d'exercice en disant, vous savez, les ponctuations servent à quelque chose. Hein. Quand on a de l'affirmation, de l'interrogation, un point, une virgule, des espaces, c'est à vous de faire vivre. Ça fait vivre le texte. Donc, si vous arrivez à vraiment jouer de tout ça, vous serez les rois du pétrole, quoi. Mmh. Ouais, donc toi, c'est beaucoup par l'exercice que tu passes. Par l'exercice et les mises en situation. Ouais. C'est parce que c'est vrai que je ne peux pas m'autoriser à faire déjà le coach mental parce que je n'en suis pas un, tu vois. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de les aider surtout à lutter contre leur peur de se retrouver face à des gens et à parler face à eux. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est-à-dire, c'est un exercice, croyez-moi, qui n'est pas facile du tout. C'est se retrouver devant 4000 personnes, tout seul sur une scène, et regarder les gens, et commencer à parler, sans attendre en se disant, justement, il y a peut-être un jugement qui va se faire ou autre. C'est très difficile, plus difficile que vous le pensez. Et c'est ce que j'essaye de faire avec eux, c'est de les aider à justement à ne pas avoir cette peur qui les tiraille quand ils vont monter, quand ils vont se montrer devant des gens et autres, parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress, et ça arrive à tout le monde. Hein. Bégayer sur scène, ça arrive à tout le monde. Le but, c'est pas de bégayer plus fort, plus longtemps. Le but, c'est de se rattraper.
C'est ça le plus de important. reprendre le contrôle. Mais du coup, la façon dont tu t'y prends, toi, c'est des situations que tu fais vivre et des expériences que tu fais vivre. Moi, là où je mets ce genre d'outils en pratique, c'est sur des bootcamps, sur des camps d'entraînement, quand tu vas avec des joueurs en compétition, quand du coup, la semaine prochaine, je fais ça aux Bahamas avec une équipe de poker. Excusez-nous, Du coup, monsieur. hein, Voilà, excusez- j'avais envie de le caler, c'est tout. Ça me fait plaisir. Très bien. Très bien. Non, mais, Merci beaucoup. ah ouais, ouais, moi aussi, la semaine prochaine, je vais à Roubaix. Je pense que c'est mort. Hein, on a ce qu'on mérite. D'accord. On a ce qu'on mérite. Ok, très bien. Les Là, Bahamas. c'est la première fois que j'ai l'occasion de le vivre en live, donc ça va être une belle expérience pour moi. Mais en individuel, c'est plutôt 3 étapes du coup qui se posent, parce que tu me posais la question tout à l'heure du process. Étape numéro 1, je dis soulever le capot de la voiture, prendre conscience de comment on fonctionne. Donc ça passe par en fait avoir un coach qui est maître dans l'art de poser des questions et d'aller chercher de l'information. Par exemple, là, j'imagine que tout le monde, on a une envie d'évolution dans une dimension de notre vie. Et du coup, je pourrais faire une définition d'objectif, on pourrait parler ensemble de qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, quel sens profond ça a pour toi. Je vois parce que tu me testes depuis tout à l'heure. Tu crois que je le remarque pas, mais je vois que tu poses des questions et autres. J'ai pas fait exprès. Tu fais pareil, mais je pense que c'est une fait. déformation professionnelle. Ouais, je m'en Mais suis rendu compte. Je le sens. Ouais. Je le sens, t'inquiète pas. Moi, ça me dérange pas parce que tu as quelqu'un devant toi qui a du répondant, qui peut parler et qui a. Ouais, j'en mais doute je pas. sens que parfois tu as des petites. Tu glisses. Oui. Tu glisses vers le professionnel, tu vois. Oui, oui, la petite glissade. Mais c'est pas péjoratif, bien au contraire, parce que ça aide. simplement. Ça aide. Mais ouais, première étape, question. Deuxième étape, du coup, c'est vraiment aller chercher, qu'est-ce qui limite, en fait, qu'est-ce qui représente, c'est le mot que j'utilise, une friction entre toi et l'environnement. Et là, on va prendre des exemples concrets qui vont parler aux gamers. D'ailleurs, ceux qui sont en train de jouer là-bas, des leaks, les challenges, entre guillemets, que tu peux avoir régulièrement, c'est, par exemple, le fait de jauger son adversaire et de se dire, sur le papier, il va gagner ou sur le papier, je vais perdre. Tu vois. Ce genre de croyance-là, ça peut paraître anodin, mais on a tendance à oublier que quelque chose qu'on a banalisé, l'effet placebo, c'est quand même l'impact d'une croyance sur la biologie de notre corps. Ouais. Mine de rien, tu vois, genre, ça vaut le coup de s'y arrêter 3 secondes, l'impact d'une croyance sur la biologie de notre corps. Tu veux dire que. Imagine ce que ça a comme le impact, le la mental. croyance que l'autre va gagner, Ouais. tu vois, genre, où tu n'as aucune chance de gagner. Après, il y a plein de réactions possibles. Il y en a, ça les galvanise parce qu'ils savent que, comme c'est des outsiders, ils n'ont rien à prouver. C'est le profil des gens qui n'ont pas confiance en eux, généralement. À l'inverse, du coup, tu peux avoir tu as plein de situations, mais si tu te juges au-dessus, j'ai vu plein de fois le cas de je respecte pas vraiment mes adversaires, du coup, je joue un peu la fleur au fusil et je me fais retourner. Je comprends pas pourquoi je me fais retourner. Et du coup, je me retrouve à perdre alors que j'étais favori. Tu vois. Et en fait, juste cette simple croyance d'évaluer le niveau de l'adversaire a énormément d'influence sur ce qui va se passer en game, par exemple. Tout à l'heure, je délirais, je disais l'esprit shonen. Et moi, il y a autre chose. Est-ce que l'auto-persuasion, ça existe? Est-ce qu'on peut se dire, je suis meilleur, c'est bon, je suis meilleur, allez, je vais performer? Oui. Ah, En fait, il y a une dimension. C'est-à-dire que si tu veux te le faire dans une. En fait, tout dépend de l'intention, je crois. Tu sais, c'est ce fameux truc des affirmations de j'ai confiance en moi. Tu sais, tu peux le dire d'une façon, tu sais, comme si c'était mécanique, c'était un robot qui disait ça aura aucun impact. Mais tu peux le dire avec une force de conviction, tu vois, genre justement en intégrant ta pensée, mais pas juste ta pensée, tes émotions et ressentir ce que ça génère chez toi, le fait de dire j'ai confiance en moi, tu vois, et te regarder dans les yeux et le ressentir même dans ton corps. Là, ça va avoir plus d'impact. Si en plus de ça, tu utilises des états de conscience modifiés du genre l'hypnose, et on pourrait s'amuser, tu vois, genre en faire un petit peu. Non, je rigole. tu fais de l'hypnose? J'utilise les formes de communication hypnotique parfois pour faciliter le passage d'une idée en toute bienveillance. Non, je ne te donnerai pas ma carte bleue, attention. Ouais, non, t'inquiète. J'ai bien vu ton manège. C'est jamais, Johan. Pas de code de carte bleue, très bien. Si j'arrive à l'obtenir avant Tiens, la c'est pour fin toi, c'est pour toi. C'est bon. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Redonne-moi le bâton de parole. Je disais. L'auto-persuasion, pour l'affirmation, si tu passes par des états de conscience modifiés, tu as encore plus d'impact. Pourquoi? Parce que tu es plus réceptif tout simplement quand tu dis ça, juste j'ai confiance en moi, là maintenant comme ça, je suis juste au niveau conscient. Mais quand tu es dans un état de conscience un peu absorbé à quelque chose, c'est ça l'hypnose, c'était absorbé à une histoire, à un discours, tu te laisses guider. Et l'hypnotiseur est censé stimuler ton imagination, il va te faire vivre une expérience qui va non plus s'adresser juste à la partie de l'esprit conscient qui est la partie émergée de l'iceberg, mais il va s'adresser à toute la partie inconsciente qui, elle, va choper la suggestion
et du coup, tu vas l'intégrer plus facilement. Tu vois. Il n'y a même pas une forme de mentalisme aussi, un petit peu? Bah, le mentalisme, je crois, alors il y a plein de définitions du mentalisme, mais c'est ceux qui arrivent à, tu vois, genre, savoir ce que tu as dans la Insinuer. tête et insinuer des trucs. Donc, ouais, c'est pas trop beau. Enfin, moi, quand je pense mentaliste, je pense Fabien Olicard, je pense ce genre de gars, Ouais, ouais. et du coup, ça représente pas du tout ce que je fais, quoi. Donc, je Bah, dirais plutôt non. Tu vois. Oui, mais justement, ces gens-là, ils peuvent peut-être, ils pourraient aussi peut-être aider, dire, mec, t'es fort, tout ça. Enfin, je sais pas, c'est une forme quand même. Est-ce qu'ils feraient des mauvais coachs mentaux, tu penses? J'en ai aucune idée, mais pour moi, c'est plus des arts du spectacle. Tu Oui, vois, c'est plus des artistes en fait, c'est comme l'hypnose, quoi, finalement, ou les magiciens. Bah, l'hypnose peut être utilisée à des fins de spectacle et à des fins de thérapie. Donc, Avec c'est le même des fins outil médicales, oui. utilisé de façon différente. Mais pour moi, les mentalistes, c'est plus des showmen. Des showman. Voilà. Des showmen, effectivement. Des Ça showmen. semblait bien dans ma tête, mais quand je l'ai dit, ça N'oublie sortait. pas que tu pars. Où ça déjà? Aux Bahamas? Dans pas longtemps, il va falloir parler anglais, hein, ok? Non, mais je coach des Français là-bas. Ah, bah ça va, bon, ça va, tranquille. Est-ce que tu as vu une évolution dans le marché justement du métier de coach mental? Il y a de plus en plus de coach mental. Ouais, beaucoup plus. Ouais. Ça devient mainstream en fait. Du coup, ça devient de plus en plus mainstream. Et du coup, c'est intéressant. Ça veut juste dire qu'il y a des gens qui se passionnent pour quelque chose. Toi-même, tu de facile. formes des gens ou pas? Alors, je l'ai fait, ouais. J'ai formé 4 coachs mentaux et pour le plaisir en fait de retransmettre. Mhm. Et a priori, ce que je me vois faire dans le futur, c'est du mentorat parce que j'adore analyser la structure de coaching d'une personne. Tu me formeras? Et ton code de CB, c'est quoi déjà? Oh, mince, il est arrivé. Oh là là, cet homme est beaucoup trop fort. Ah, on pourra partager sur ce sujet évidemment. Ah, ouais. Et ouais, le mentorat, je trouve ça fascinant parce que moi qui aime bien penser et analyser, c'est une de mes déformations professionnelles. Modéliser la façon dont une personne coach et quelles sont ses forces et ses faiblesses, j'adore faire ça, je m'en suis rendu compte. Du coup, oui. Très bien. On peut essayer, on peut voir un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions un petit peu sur le coach mental, savoir? Oui, Oh, monsieur là-bas. Je t'invite alors à... Ah, il faut que je monte en plus. Ah, pétard, je vais monter. Je vais monter. Ne t'inquiète pas, je suis cascadeur professionnel. bonjour. Bonjour. Non, moi, je me posais la question de ton rapport à ta place de coach, c'est-à-dire la question de la légitimité et aussi que ça soit par rapport aux performances que tu peux obtenir, enfin que les joueurs que tu coaches peuvent obtenir, ou tout simplement aux résultats que toi tu observes. Est-ce que tu te sens toujours légitime dans ta place ou pas? C'est une super question. Donc la question c'est vraiment est-ce que je me sens légitime à faire ce que je fais? Est-ce que me suis toujours senti légitime à faire ce que je fais? Ok, très bonne question parce que du coup il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand je sortais de la fac, par exemple, je me rattachais beaucoup à mes outils parce que ça me rassure. C'est pour ça que je dis que c'est niveau 1 du coaching, c'est que généralement tu as ce sentiment de l'imposteur et du coup tu te raccroches à des outils et tu vois, tu fais faire des choses et tu testes quoi en fait. Et en fait, je crois que ce sentiment-là, il a disparu au moment où, en fait, du coup, tu passes d'un théoricien, de quelqu'un qui a juste apprend des théories, à quelqu'un qui pratique et qui explore l'impact de chacune des choses que tu peux partager à un moment donné. Et ça fait toute la différence parce que tu sais de quoi tu parles, en fait, tout simplement. Hein. Donc, j'ai plus ce sentiment de l'imposteur, non, du tout. Même, je crois que je pourrais coacher des gens qui sont à des niveaux que pour l'instant, j'atteins pas parce que j'ai pas le réseau de les atteindre. Mais du coup, je vois que c'est une des choses que beaucoup de gens rencontrent, en particulier quand tu as peu d'expérience. Quoi. Et la grosse différence, c'est le passage de la théorie à la pratique. Quoi. Quand tu es à l'image de ce que tu conseilles, bah, ça va mieux. Quoi. Ouais. Mais c'est une excellente question. Merci. Tu les connais? Pas du tout. C'est mon frère. Ah, bonjour, tu sais. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Ah, tu as une question aussi. Une question. Dis-nous tout. Ah, toi, tu avances. Putain, c'est beaucoup trop gentil. Une question un peu plus, comment dire? Un peu plus personnel. Quelle est Non. ta pointure de pied, quoi? Est-ce que parfois, dans ton métier, tu rencontres ou même tu conseilles des gens qui
comment dire, qui pour la pression de parler T'inquiète dans le pas, les micro. compétitions commencent à 4h15. Parfois, pour vouloir trop performer, passer par d'expliquer aux gens qu'il faut. Ouais, j'arrive pas. Non, mais je t'en prie, fais-toi confiance. On a le temps, on n'est pas pressé. Moi, je trouve ça super en fait, tu vois, genre que de faire, tu vois, genre de faire ce pas de je me jette à l'eau, je prends la décision de poser la question. Tu vois, et en vrai, il n'y a pas de question bête. Ouais. Imagine le nombre de gens qui pourraient avoir une question et tu sais qui disent non, je vais pas la poser parce que voilà. Toi, tu le fais, donc GG. Vas-y, je t'écoute. Merci. Non, je dis, est-ce que parfois, quand on est compétiteur et qu'on se donne trop comme objectif de performer, puisque c'est vachement basé sur la performance, est-ce que parfois il faut passer par un travail de relâcher la pression justement et de se fixer d'autres objectifs parce que en fait cet objectif il devient trop important et il met trop de pression quoi, sur l'individu. C'est une excellente question. Tu as bien fait d'aller jusqu'au bout. Est-ce que pour mieux performer, il faut arrêter de se donner l'objectif de performer en fait, tout simplement? C'est une excellente question. D'expérience, du coup, la question, elle va vraiment... Enfin, le cas dont tu parles, ce déséquilibre que tu peux ressentir, du coup, va vraiment être lié au type de personnes qui ont, dans leur, ce qu'on appelle les domaines de vie, tu sais, genre pro-perso, c'est la façon la plus basique de le voir, mais en réalité, on pourrait parler de famille, de couple, de finances, de carrière, de développement personnel. Tu vois, il y a plein de dimensions dans la vie, tu vois. Et quand il y a du déséquilibre où la vie professionnelle, la performance occupe tout le reste, c'est comme si tu avais une chaise avec un seul pied, tu vois. Et du coup, en termes d'équilibre de vie et en termes de risque que ça fait prendre à la personne, c'est énorme. Et du coup, ça les rapproche du burn-out souvent. Donc, carrément qu'il y ait une capacité. Et c'est d'ailleurs une gymnastique que pas tout le monde arrive à faire, de comprendre que parfois, quand tu appuies sur le frein, bah, en fait, tu te permets d'accélérer plus fort parce que justement, tu économises de l'énergie pour être plus performant après, quoi. Je veux dire, il y a... Et ça me fait lien du coup avec les cours de STAPS de la surcompensation. C'est-à-dire que quand tu dégrades ton muscle, que tu fais de la musculation, le muscle il surcompense derrière. C'est-à-dire qu'il va se reconstruire en plus. Mais si tu n'arrêtes jamais de le solliciter, au bout d'un moment, le corps il te dit stop, quoi. Et donc tu tombes en burn-out. Et ça arrive. Du coup, effectivement. C'est des montagnes russes en fait. Hein. Il faut mieux monter pour redescendre, pour remonter. Exactement. Et du coup, quand on parle de performance, on parle d'équilibre. C'est-à-dire Ouais. que j'ai ma performance, mais est-ce que j'ai des temps passifs, ce que j'appelle des temps passifs de qualité, ou qui me nourrissent? Est-ce que j'ai des choses qui me permettent d'avoir de la joie, de la bonne humeur? Parce qu'au final, la performance est très liée aussi au bien-être, quoi. C'est-à-dire que dans toutes les expériences que j'ai eues, les gens qui sont le plus épanouis sont les meilleurs. Hein. Dans coach Clairement. mental, il y a quand même mental, oui. Donc je pense que le mental privilégie Ouais. quand même là-dessus. Effectivement, le bien-être, le fait d'être bien dans sa peau, le fait d'être. Est-ce que. Alors, c'est con ce que je veux dire, mais peut-être aussi au niveau corporel, la nourriture, tout ça. Ouais. Ben, en fait, pour moi, j'ai parlé tout à l'heure des 3 dimensions, du coup, mentale, émotionnelle, physique. En fait, du coup, il y a ces 3 portes d'entrée pour influencer son bien-être. On peut influencer son bien-être par la porte du corps, justement, en mangeant équilibré, en dormant bien, en s'étirant. Le matin, tu sais, rien qu'une petite routine. Je vous jure, une petite routine où tu prends 5 minutes pour juste aller chercher tous les degrés de mouvement avec chacune de tes articulations, tu n'as pas la même journée, tu n'as pas le même corps, tu n'as pas la même sensation dans ton corps sur toute la journée. C'est mieux qu'un café. Et donc ça, c'est une porte d'entrée. Et tu as la porte d'entrée des émotions. Tu vois, genre, est-ce que, tu vois, genre, si on fait l'électroencéphalogramme de tes émotions, c'est... Je crois que tu voulais qu'on se touche le doigt tous les deux. Fusion. Merci pour ça. Et tu vois, genre rien que ça, c'est du jeu. Tu vois, genre, met de l'amusement. Tu vois, genre émotionnellement, c'est agréable de vivre ces trucs-là. Donc c'est une porte d'entrée. Comment est-ce que tu fais pour augmenter sur l'échelle des émotions, vivre des choses agréables? Parce qu'au final, on est tous sur Terre pour kiffer, quoi, quand même. On va se le rappeler. Une seconde. Ouais, a priori. Et pareil, le mental, c'est une porte d'entrée. Est-ce que ton esprit travaille contre toi ou est-ce qu'il travaille pour toi? Si tu as des pensées de « je suis une merde »,« oh, je suis pas capable »,« ah, est-ce que je peux vraiment aller parler à cette personne parce qu'elle m'impressionne », que tu te dévalues. Je prends des exemples caricaturaux, mais en réalité, dans les faits, ça se produit très souvent. Ça, on comprend bien que ça t'empêche de vivre des choses positives. Donc, ces 3 portes d'entrée,
mental, émotion, corps par lesquels tu peux influencer ton bien-être. Johan, je me rends compte que en plus de coach mental, tu peux faire aussi du speed dating. Et ça, c'est cool. Des coachs. Speed dating. Oui, tu peux faire du coach amoureux, quoi, en fait. Tu peux aider les gens à aller vers la personne qu'ils aiment et autres. C'est très intéressant. Ouais. Alors là, pour le coup, je suis pas vraiment à l'image de ce que je conseillerais. Ah, mince. Bon, écoutez. Bon, ouais. On va rester sur le coach mental, hein, quand même, Johan. Oui, alors, oui. finalement. Johan, sur ces bonnes paroles, ainsi s'achève notre petite interview tranquille sur le métier de coach mental. C'est un plaisir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, Johan. Donc, Johan, est-ce qu'on peut te retrouver sur le salon, là, où tu es un électron libre, tu navigues, ou t'as un Ouais, petit je stand me balade. Bon, alors n'hésitez surtout pas à revenir voir Johan si vous avez des questions ou autres. Je pense qu'il sera un grand plaisir d'y répondre. Et merci d'avoir été avec moi, Johan, sur cette scène. Ben, merci pour la qualité de tes questions et merci à Et surtout, merci pour la qualité de leurs questions. merci pour Parce la qu'on a qualité eu, de- c'était les premières questions que l'on faisait, mais je pense que on avait besoin de ce genre de questions par rapport à ton travail et surtout par rapport à la conférence qu'on a fait, à cette interview qu'on a fait. Je pense que le fait d'avoir des questions des gens s'y prêtait beaucoup mieux. Donc c'était Carrément. très intéressant. Merci aussi à vous. On n'oublie pas, les gars, que d'ici quelques instants, ici vont débuter les hostilités, les grandes finales de DB Fighter sur cette scène, les gars. Je vous demande d'être très très chaud, restez connectés. Et nous, on se retrouve de suite après pour le début justement de la compétition sur scène, toujours en direct du Kind Arena, ici à Rouen, pour le Gaming Rouen, la seconde édition en physique. Venez, c'est totalement gratuit. À de suite.